Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Il est 20h, tout de suite, votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, les pêcheurs demandent le renforcement des actions de sécurité en mer. Plus d'une vingtaine de pêcheurs ont disparu durant ces derniers mois. La Marine nationale demande aux acteurs de la pêche de lancer l'alerte dès les premières heures de la constatation d'une disparition. Les 3 pêcheurs disparus le 1er avril ont été retrouvés. Les Goréens lancent une balise de détresse. Les 3 chaloupes sont affectées par des pannes récurrentes. Le risque de catastrophe est réel selon les habitants et le maire de l'île Mémoire. Ils demandent le renouvellement de la flotte de la liaison maritime Dakar-Gorée. Travaux de l'élargissement de l'aérodrome de Kahone. Les propriétaires de maisons démolies réclament leur indemnité compensatoire. Selon eux, ils vivent dans des conditions déplorables depuis la démolition de leur maison. Le dossier d'indemnisation suit son cours normal selon le gouverneur de Kaolack. Une somme d'1,268 milliard de francs CFA est prévue pour ces familles. Les détails dans un instant. Et puis en sport, lutte avec frappe, lac de guerre, un champion atypique. Le puncher du Wallo encore vainqueur de ces combats mornes pour les amateurs. Retour sur le parcours d'un mastodonte contesté mais victorieux face à Eumesen. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. De la pirogue, en tout cas de la dernière position connue de la pirogue. Et une fois que ce travail a été effectué, commence le travail de recherche proprement dit. Donc ce travail est effectué par des navires qui sortent pour patrouiller avec des techniques assez particulières pour en tout cas accroître les chances de retrouver la pirogue disparue. Et également, quand c'est possible, avec des aéronefs qui vont survoler la zone pour pouvoir rechercher et trouver la pirogue. Je profite également de cette question pour vraiment exhorter nos frères qui s'adonnent à la pêche en mer pour respecter les mesures de sécurité. Parce que la mer est par essence un milieu hostile. Saisonniers disparus depuis le 1er avril. Ils ont donc été retrouvés ce samedi à 86 km au sud de Dakar par la Marine nationale. Après les secours, ils ont été remorqués à la base Amiral Gassama aujourd'hui au petit matin. L'autre grand titre de cette édition, les avaries sur les chaloupes inquiètent les Goréens. La situation est loin d'être rassurante selon le maire. Dernièrement, la chaloupe est tombée en panne en pleine mer durant la nuit. Les populations de l'île Mémoire tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage de Pape Faraning et Amadouba. C'est de réparer, mais ça ne marche pas. Il y a un problème d'entretien, il y a un problème de management et tout. Donc c'est un problème très profond qu'on doit tous revoir. Ça peut impacter sur les activités au niveau de l'île. D'ailleurs, on a souffert de cette situation durant la Covid où l'île était même fermée depuis le mois de mars au mois d'octobre. Donc on vient juste de reprendre. Et s'il y a des pannes récurrentes, ça peut impacter sur les activités au niveau de l'île. Les insulaires craignent un deuxième bateau le Joola, des défaillances qui ont fini d'installer une psychose. Vraiment, c'est pas rassurant que la chaloupe tombe en panne en pleine mer. Alors là, c'est pas du tout, c'est pas bien pour l'image de Gorée. Et donc, quand les touristes entendent les pannes récurrentes des chaloupes, donc c'est pas une belle image. Et donc, il n'y a pas aussi de sécurité. Donc on ne souhaite pas un deuxième bateau le Joola. La Bir et la Kumba Castel étaient très souvent en panne. Il se trouve que maintenant, depuis quelques semaines, ce sont tous les 3 navires qui connaissent des difficultés, des avaries. Et très souvent, de manière répétitive, ces derniers temps, nous avons constaté que ces chaloupes soient tombées en panne et n'arrivaient pas à démarrer. Ou bien même, il est avéré des fois que ces chaloupes en pleine mer, avec des passagers à bord, connaissent des pannes au point d'être remorquées par les remorqueurs
du port de Dakar. La réparation des chaloupes et l'acquisition de nouveaux navires réclamés par les habitants de Gorée. Bientôt, dans moins de 2 mois, on sera au début de l'été. Gorée va être envahi et on ne peut pas prendre le risque de faire venir des milliers de personnes avec des navires qui sont dans cet état. Nous avons besoin quand même d'une desserte qui est des navires neufs. Lançons un appel solennel aux autorités de tout faire pour doter de Gorée une nouvelle chaloupe. En attendant de changer la flotte, les usagers continuent de traverser avec une chaloupe qui ne rassure pas les Goréens. Merci Pape Farah. L'actualité, c'est aussi l'amertume des propriétaires de maisons démolies aux abords de l'aérodrome de Kahone. Ils sont toujours en attente d'une indemnisation. Ils fustigent le retard noté dans l'évolution du dossier. La démolition en décembre 2020 de ces maisons, vous le savez, entre dans le cadre des travaux d'élargissement de l'aérodrome. Les propriétaires déguerpis réclament toujours des indemnités compensatoires. Voyons tout cela avec Ibrahim Diamé et Faligaï. Tout ce qui entoure ce travail-là. Ce sont des pères de famille déboussolés, désorientés et désemparés qui sont revenus à la charge. Voilà 4 mois qu'ils ont été sans délai brusquement sortis de leur maison démolie. Par la suite, depuis lors, ils courent derrière une indemnisation dont ils ne voient toujours pas la couleur. C'est le désarroi total. Qu'on puisse nous dire par exemple où se trouvent nos indemnités et le travail est arrêté, on ne sait plus à quel sens se vouer. Qu'on nous aide de grâce à ce début de mois de Ramadan qu'on approche, vraiment qu'on nous aide, on ne peut pas savoir. Il y a un silence radio, il n'y a aucune autorité qui va se prononcer. Les autorités locales ne vous disent pas quelque chose de clair. Rien n'est clair dans tout cela. On ne nous a rien dit de clair. Il faut certes aller voir là où chacune de ces familles a pu trouver refuge après la démolition de sa maison pour en avoir le cœur net sur leurs difficiles conditions de vie actuelles, mais à les entendre parler déjà, c'est une vie misérable. Les gens sont fatigués en cette période de pandémie, en cette période par exemple de récession. L'hivernage qui approche, les gens sont dans des garages, dans des poulaillers. Nous sommes fatigués. Notre cri de détresse, c'est qu'on nous aide, qu'on nous entende, qu'on nous aide, qu'on nous entende. Tout le monde, on est fatigué. Il faudrait qu'on ait des interlocuteurs. Sur les 162 parcelles récupérées dans le cadre de l'agrandissement de cet aérodrome, il y avait au moins 33 maisons construites et habitées. Ces familles sont devenues subitement des SDF qui vivent un calvaire indescriptible selon le collectif. Et selon le gouverneur de Kaolack, le dossier des indemnisations suit son cours normal. Selon Alun Badara Meng, les propriétaires seront indemnisés pour des raisons humanitaires à hauteur d'1,268 milliard de francs CFA. Le voici avec notre équipe à Kaolack. C'est pour des raisons purement humanitaires et sociales, sous instruction des plus hautes autorités, que la commission a décidé quand même de les indemniser. C'est ainsi qu'on a pu obtenir le rapport provisoire. Le rapport provisoire fait état de 1,268 milliard et quelques. Donc, vous avez vu, donc qui grève très largement le budget même du projet de l'aéroport. Mais néanmoins, le président de la République, comme j'ai l'habitude de le dire, dans sa magnanimité, a décidé quand même de ne pas les abandonner à leur sort et de les indemniser. Bon, maintenant, ce dossier est prêt, a été envoyé au niveau central. On attend le retour, les observations. Après les observations, je vais demander au préfet de convoquer la commission de conciliation. Chacun d'entre eux va se présenter à la commission. On va lui notifier le montant qui a été prévu pour son indemnisation. Et des discussions vont être engagées. Après, maintenant, il y aura un rapport final. Ce n'est qu'après le rapport final que les paiements vont se dérouler. Mais dans tous les cas, ceci va être accéléré. Bon, maintenant, ils ont un interlocuteur, à savoir le gouverneur. À chaque fois qu'il demande à me recevoir, moi je suis ouvert. Problème foncier aux parcelles Asseni, Keur Massar, Rufisque et à la cité Madieng Kharidieng à Tuawanpeul. Selon les habitants, des promoteurs veulent brader des terrains dans ces localités, des espaces normalement réservés pour la construction d'infrastructures de base selon les populations. Explication Ousseinou Thiam, Ahmadou Bambassamb. Regroupés en collectif, les habitants des parcelles Asseni, Keur Massar, Rufisque sont très en colère. À l'origine de leur courroux, le bradage des espaces fonciers restants de leur cité par un promoteur. Disposant d'autorisation d'occuper dûment signée par les autorités compétentes,
Le collectif des résidents des Parcelles Assainies de Keur Massar, Rufisque 1, porte à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale des faits inédits perpétrés par un groupe de personnes mal intentionnées. Indexé, le principal concerné réfute et brandit des documents en bonne et due forme. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ce titre-là fait l'objet de 258 hectares. Donc ce terrain-là nous revient de droit. Nous, les points, on les remplace par des mots. Mais si vous allez aux impôts et domaines, vous demandez ce qu'on appelle l'état de droit réel, mais l'état de droit réel est inscrit au nom de la famille, pas au nom de la SNSNM. Les preuves sont là. Même complainte à la cité Madieng Khridjeng de Tivaouane Peulh. Là-bas, le collectif parle également de bradage des espaces réservés aux équipements collectifs. Un certain promoteur, avec la complicité de l'administration locale, se veut de mettre la main sur ces infrastructures-là. On a même appris que le centre d'accueil pour enfants a été vendu à un promoteur privé. Faux, rétorque le promoteur pointé du doigt. Là, le massif tous. 20 mètres bi laaluma ko marché laaluma ko école laaluma ko jàkka ji laaluma xalaatuma ko man maye jàkka di tabax jàkka di laal jàkk. Tous ces collectifs interpellent les autorités avant que l'irréparable ne se produise. Merci Ousseynou. La colère gronde également chez les commerçants du marché aux légumes de Diogo. Ils refusent la délocalisation du marché. Ils sont sommés de quitter les lieux, ce qu'ils refusent catégoriquement car selon eux, le site sera vendu à des privés. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Foule composée de commerçants a envahi le marché aux légumes de Diogo. Ces commerçants dénoncent la délocalisation du marché. C'est un marché hebdomadaire. Nous ne sommes là que les vendredis et dimanches. Quelqu'un est venu nous trouver ici. C'est le maire de Darou Khoudoss qui l'a envoyé. Il nous a donné un papier attestant que nous devons quitter les lieux. Mais c'est ignoble. Où allons-nous? Nous n'avons pas d'autres lieux. Tout ne marche pas à Diogo, une localité où est implantée la société d'exploitation de zircon. Les populations déplorent aussi le manque d'électricité. Regardez dans ce marché, les commerçants manipulent des billets de banque, mais il y a une obscurité totale à Diogo. Pas d'électricité. SSDE bi nga xam ne mooy exploité lii ci suuf Senelec war naa bàyyi Diogo dem Senelec parce que attanul Diogo preuve bi mu ngi nii gis ngeen lëndëm gi. Mais cette société a du mal à fournir de l'électricité à Diogo et villages environnants. Parce que attanul Diogo. Sur les autres questions concernant l'eau, la santé, ces populations de Diogo sont d'avis qu'il y a un manque de volonté politique de la part des autorités locales et étatiques. Intéressons-nous maintenant à ce phénomène dans la commune de Djembereng, c'est dans le sud. Beaucoup de moins de 20 ans quittent l'école pour s'aventurer dans des activités touristiques. Pour permettre aux jeunes d'avoir une scolarité aboutie, la municipalité veut améliorer les conditions d'apprentissage dans les lycées et collèges. Une annonce du maire en marge de l'inauguration d'une école maternelle pour les enfants issus de familles vulnérables et des orphelins. Diassi et Lamine Mandiank. La déperdition scolaire des élèves âgés de moins de 20 ans à cause du tourisme est devenue une véritable problématique dans la commune de Djembereng, située au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Souy. D'où l'inquiétude du maire Tombonguei, dont la municipalité a décidé de réagir au niveau des établissements moyens et secondaires. Il se trouve que dans le lot de facteurs négatifs du tourisme, il y a un peu l'effet de déperdition qu'il occasionne dans la catégorie des adolescents. Entre 12 ans à 20 ans, dans les cycles du moyen et du secondaire, nous avons noté un taux de déperdition au-delà de la norme qui a pu nous inquiéter. Voilà pourquoi depuis en tout cas quelques années, nous avons priorisé des investissements dans ces deux cycles-là pour voir comment est-ce qu'il faut inverser la tendance. Parce que l'éducation, c'est quand même un tout.
Le maire de Diembéring donne cette information en marge de la réception d'une école maternelle destinée à accueillir des enfants issus de familles vulnérables et des orphelins. Une école préscolaire qui va nous permettre de cibler les couches les plus vulnérables pour faire en sorte que l'éducation soit véritablement universelle pour toutes les couches. Voilà pourquoi en tant que maire, parce que l'éducation étant une compétence transférée, nous avons accepté la donation et allons introduire le plus rapidement possible la procédure pour que l'infrastructure puisse intégrer la gamme de services que l'État prévoit dans ce sens. Cet établissement préscolaire qui sera restitué à l'État à travers l'IF de Souy est offert par ce Français et ce Sénégalais qui ont voulu donner la chance aux enfants issus de familles vulnérables de faire le cycle préscolaire. Sans parents même, les enfants pourront être sûrs dans la région d'ici de pouvoir avoir l'instruction que j'ai pu avoir. Dans la région de Ziguinchor, le département d'Oussouye est le moins doté en établissement préscolaire public. Merci Boubacar. Retour à Dakar avec l'Association nationale des handicapés et diplômés du Sénégal qui demande aux autorités de favoriser l'équité dans la création des 65 000 emplois, vous le savez, annoncés par le président de la République. Ces emplois vont concerner les activités d'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entretien et de pavage des villes. Cette nouvelle politique de jeunesse devra prendre en compte l'empowerment des personnes vivant avec un handicap selon le président de l'association. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Il est diplômé en biologie, un produit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis 2017, Mbaye Ndiaye court derrière son premier emploi. Une fois que j'arrive en entretien, donc ils vont me dire que je vais vous rappeler, alors que la majeure partie de notre promotionnaires, il y a certains qui bossent bien dans le privé. Son handicap, son plus grand frein. L'actuel président de l'Association nationale des handicapés diplômés du Sénégal lance cet appel au chef de l'État après l'annonce des 65 000 emplois. Nous sollicitons vraiment aussi que le président aussi privilégie ces personnes en situation de handicap, comme il l'a souligné lors du Conseil des ministres le 23 septembre pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Pour l'économiste Dr Khadim Bamba Diagne, le problème est ailleurs. Il faut privilégier un environnement des affaires favorable à l'éclosion des talents. 65 000 emplois, le quartier de Médina peut prendre ces 65 000 emplois-là, et je vous parle du Sénégal. Donc ça veut dire que ce qui crée de l'emploi pour les jeunes de ce pays, ce n'est pas simplement les 65 000, ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Je pense que l'État doit beaucoup plus investir sur l'environnement des affaires afin que des investisseurs directs étrangers, des investisseurs nationaux puissent investir sur des secteurs qui peuvent impacter positivement sur la création de valeur et sur la création d'emplois. Quant au recrutement de 5 000 enseignants, nos interlocuteurs sont presque unanimes. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont diplômées à la faculté des lettres comme en histoire, en géographie, en anglais, en LM français et d'autres en PC, en SVT, en mathématiques. Donc ces gens-là aussi qui optent à enseigner aussi et qui ont eu la capacité d'enseigner aussi doivent être les premiers à être recrutés. Il faut qu'on arrête un tout petit peu avec ce terme d'employabilité, qu'on essaie de permettre à ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas de formation, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Une enveloppe de 80 milliards sera disponible dès le mois de mai 2021 pour matérialiser tout ceci, soutient le chef de l'État. Mbaye Ndiaye et Dr Khadim Bamba souhaitent le suivi de ces projets et une équité dans la répartition. Merci Maimouna. Allons maintenant dans le nord où des membres de la communauté mouride au chevet du centre hospitalier régional de Ourossogui, un établissement qui supporte de moins en moins le poids des années. Ces commerçants regroupés au sein d'un daïra ont investi l'intérieur et l'extérieur de l'établissement pour soulager les malades. Voyons tout cela avec Ali Bandelian.
Construit depuis 1970, l'hôpital de Ourossogui souffre de sa dégradation. Vétusté et insalubrité, les malades vivent dans des conditions pénibles dans cet unique centre de référence de toute la région de Matam, une partie de Podor et même du département de Bakel. Les membres de la communauté mouride établie à Ourossogui décident de réagir à l'appel du directeur. Ils ont fermé leur boutique et quitté leur marché pour venir nettoyer cet hôpital de Matam. Je l'avoue, quand j'ai fait le tour, j'ai posé le diagnostic situationnel de l'hôpital, je me suis rendu compte que l'une des priorités vraiment c'était de rendre l'hôpital déjà propre. Et après il fallait trouver des bonnes volontés. J'ai pensé à une communauté, la communauté mouride qui est là, tout simplement parce que je connaissais pas mal d'entre eux avant de venir à Ourossogui. Et lors de ma visite auprès d'eux, je les ai dit, vraiment on a un gros chantier ici et j'aurais aimé que vous veniez nous appuyer pour pouvoir nettoyer l'hôpital. Et le daïra a fait le reste du travail. En dehors du maire de Ourossogui, aucune commune de la région n'a réagi. Ce sont les soldats, les sapeurs-pompiers et quelques dirigeants des ASC qui sont venus soutenir les talibés. Nous sommes ici à Ourossogui, on travaille ici. Donc c'est ici, tout ce que nous avons c'est ici. Donc, beaucoup d'entre nous ils ont habité à Touba, mais c'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on passe presque toute l'année. Toutes nos vies, c'est ici qu'on le passe. Cet hôpital-là, nous soignons ici, ainsi que nos familles. Donc le rendre propre et toutes sortes de travail comme ça, ça nous concerne au premier. Bon, nous lançons un appel à tous les élus pour répondre à ces journées, parce que c'est très important. On ne peut pas dire la santé sans la propreté. À travers des cotisations individuelles, l'apport des moyens roulants et même des engins de certaines entreprises en chantier dans la région, cette initiative des talibés mourides donne aujourd'hui un autre visage à l'hôpital régional de Ourossogui. Merci Ali. Et puis en politique, en marge d'une assemblée générale organisée par l'association Darussalam Dharma, Déthié Faye, président de la Convergence pour la démocratie et la République, a indiqué que le report des élections est inévitable. Pour lui, l'évaluation du processus électoral a accusé du retard. Quant à la tenue des élections, le membre des non-alignés propose le mois de décembre 2021. Le voici avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Nous avions, au niveau de la commission politique du dialogue national, décidé de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral. L'audit a commencé depuis le 17 février, mais l'évaluation a connu un retard, ce qui fait que donc les conditions ne permettaient plus que les élections se tiennent le 28 mars. Au niveau du pôle des non-alignés, nous avons proposé le mois de décembre 2021. Parce que lorsque nous avons abordé la question, nous avions indiqué clairement que dès l'instant que l'administration électorale considère qu'il nous faut 11 mois pour pouvoir aller aux élections, compte tenu des tâches qui nous attendent, en particulier l'évaluation qui était programmée pour 4 mois, nous avons estimé que l'évaluation du processus électoral pouvait se faire en 2 mois, ce qui nous permettait d'avoir un gain de 2 mois, donc on passe de 11 à 9 mois, et en procédant à des réductions de délai concernant un certain nombre d'activités telles que le dépôt de candidature et la période de révision exceptionnelle des listes électorales, en agissant sur ces délais-là, cela pouvait nous permettre d'organiser les élections à partir du 12 décembre 2021. Politique toujours remous au sein de Benno Bokk Yakaar du département de Pikine. La frustration et la démission de certains alliés secouent les rangs de la coalition. Le coordinateur départemental est désigné comme principal responsable du malaise des allégations battues en brèche par les proches de Abdoulaye Timbo. Voyons tout cela avec Nongoka et Asmalik Diop. A commencé lors de la pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté du département de Pikine. C'était à l'arène nationale. Le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, dans son discours, invite le maire opposant de Pikine Nord, Amadou Diarra, à rejoindre la dite coalition. dañoo bëggoon Amadou Diarra nga ñëw jàpp ci ñun ñu jàpp ci yow ñu jàppale président Macky Sall liggéeyal Pikine.
L'acte posé par Ablaye Timbo soulève une frustration. La mouvance présidentielle de Pikine Nord s'oppose à la démarche de leur coordonnateur départemental. Amadou Diarra est loin d'être la réalité. Les élections passées ont démontré ça. Ses alliés frustrés poussent le bouchon plus loin. Ils réclament même la tête de Ablaye Timbo. Benno Bokk Yakaar de Pikine Nord fustige l'attitude du maire de la ville, Abdoulaye Timbo, de par ses propos. Mais nous voulons un changement à la tête de ce département parce qu'on ne le sent pas. La réplique de l'APR Pikine Nord ne s'est pas fait attendre. Il a invité les partis de l'opposition à joindre la majorité présidentielle. Nous sommes dans un élargissement. Et c'est dans cette optique, dans cette orientation, que le maire Abdoulaye Timbo a invité le camarade Amadou Diarra, maire de la commune de Pikine Nord, à joindre les rangs de la majorité. Et nous sommes en politique on se compte. Pendant ce temps, ailleurs dans le département, Benno Bokk Yakaar resserre les rangs. À Pikine Ouest, la coalition sonne la mobilisation. ñu ñëw feddali suñu kóllëre suñu diggante ak président Macky Sall wan ko ne ko taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu amoon démb ak barki démb tey lañ koy gën a am tey lañ gën a nekk ci ginnaam tey lañ koy gën a dooleel. À Keur Massar aussi, les leaders affichent leur entente. On est représenté dans 97 quartiers de Keur Massar, raison pour laquelle on ne peut pas se permettre que quelqu'un d'autre se mette devant nous. L'APR, Inch'Allah, Pape Ibrahima Demba et ses responsables, c'est nous qui allons diriger ou bien nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut. Mais à Mbao, un allié de taille quitte le navire. Le maire de la commune, Abdoulaye Pouye Obama, annonce son départ de Benno Bokk Yakaar du département. Comme quoi, la mouvance présidentielle à Pikine est secouée par une avalanche de frustration. Merci Ndongo. Dans l'actualité sportive, lutte avec frappe, Lac de Guiers 2, victorieux par avertissement face à Eumeu Sène dans un combat au bout de l'ennui. Le puncher de l'écurie Walo arrive une fois de plus à sortir vainqueur de ces combats mièvres, insipides au goût des amateurs de lutte. Lac de Guiers 2, un champion clivant, son parcours raconté par Oumar Mbow. Papi Cissé de son vrai nom, Lac de Guiers 2 s'est lancé dans la lutte dans les années 2000. Le puncher du Walo a commencé à faire le tour des Mbapat organisé à Guédiawaye, aux Parcelles Assainies et à Pikine. Il a réussi à remporter beaucoup de trophées. En 2004, il intègre la lutte avec frappe. Dans cette catégorie, il voit en face de lui Mansour Diop qu'il a terrassé en 2 minutes. Le pensionnaire de l'écurie Walo a enchaîné les succès. Tour à tour, Lac se frotte à de grosses pointures de l'arène comme Nez, Tafatine, Zos, Yekini Junior, entre autres, passeront à la trappe. Lac est freiné dans son envolée par Eumeu Sène par un nul en 2010. Son combat face à Baboy reste sans verdict, même s'il continue de contester la décision du Comité national de gestion de la lutte. La dernière victoire incontestée du puncher du Walo remonte en 2016 face à Yehia Diop Yekini. Quelques années plus tard, il croise Boy Niang. Mais au bout d'un long combat sans de réelles actions, les deux lutteurs se tiennent en échec. Quelques jours après, le Comité national de gestion de la lutte donne la victoire à Lac de Guiers 2. Au vu de ces différentes prestations, la plupart des amateurs estiment que le puncher du Walo est inoffensif, dont les combats tirent en longueur et souvent sans éclat. Merci beaucoup Oumar. En football, la Fédération sénégalaise de football est dans une dynamique de stabilité avec le sélectionneur Aliou Cissé selon Maître Augustin Senghor. Le président de la Fédération comprend la frustration des Sénégalais sur le jeu des Lions lors des 2 derniers matchs, mais l'objectif a été atteint. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines échéances selon Maître Augustin Senghor, interrogé par Pape Faraning. Aujourd'hui, on constate très souvent que dès qu'il y a le moindre écueil, la moindre difficulté, c'est les débats qui sont devenus redondants. Donc, non, Aliou doit être renforcé, Aliou a atteint ses limites, ou bien il ne sait pas jouer les blocs.